merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Comme l'a dit Gilles, évidemment, l'électrification de l'automobile, c'est un enjeu extrêmement important. Les ventes ont commencé plutôt bien. Beaucoup d'investissements ont été consentis par les constructeurs automobiles. Et évidemment, une certaine inquiétude ensuite, c'est est-ce qu'on va les vendre, comment ça fonctionne. Et une grande partie de cette hésitation ou de cette inquiétude est liée évidemment au point de recharge. Est-ce que ça sera aussi commode qu'un véhicule thermique, etc. Et donc évidemment, Électricité de France est un acteur majeur dans cette transition très importante. Et donc, monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci Gilles, merci Brice pour votre invitation. Déjà, c'est toujours une opportunité intéressante de pouvoir présenter ce qu'EDF a l'intention de faire, souhaite faire dans la mobilité électrique. Alors, avant d'aller directement sur le plan, je souhaitais quand même rappeler pourquoi on parle de mobilité électrique chez EDF, et d'abord rappeler le contexte. Alors, le contexte, je pense qu'il est partagé, j'espère, par tous derrière l'écran. C'est le contexte du réchauffement climatique. Je pense que tout le monde a bien conscience qu'il faut agir, qu'il est urgent d'agir. Je crois que le rapport du GIEC de 2020 démontrait une forte hausse des températures à la surface du globe, la température moyenne, et une augmentation encore plus sensible sur les surfaces émergées du globe. Je crois qu'on parlait de 1,5 degré l'augmentation de température à la surface du globe depuis le début de l'ère industrielle, donc un peu plus de 100 ans. Donc ce réchauffement climatique, il a un impact très important sur les processus liés à la désertification, donc avec un impact évidemment sur les pénuries d'eau, un impact sur la dégradation des terres et puis sur la sécurité alimentaire. Et il en découle des risques évidemment pour la valeur des terres, pour la santé des populations, des hommes et des femmes, et puis également pour les écosystèmes. Important également de rappeler dans ce contexte le poids du transport, le poids du transport dans la pollution. Rien qu'en France, le secteur du transport pèse 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc un poids très important du transport dans la pollution. Donc urgent d'agir, situation qui appelle des actions immédiates, et donc nous devons tous agir collectivement. Des grandes entreprises comme EDF, évidemment, ont un rôle important à jouer pour décarboner l'économie, c'est bien ce dont il s'agit, et pour décarboner en particulier le poids des transports. Dans ce contexte, alors pourquoi l'électricité, pourquoi EDF finalement ? Nous sommes chez EDF convaincus que l'électricité, c'est la solution pour décarboner les transports. Et EDF, évidemment, en tant qu'électricien, estime avoir un rôle central, un rôle essentiel. Alors pourquoi cette conviction ? 4 raisons principales. EDF, vous le savez, c'est le premier électricien bas carbone dans le monde. En France, c'est un mix électrique de 97% bas carbone. Notre électricité en France, elle est très décarbonée. Nombreux usages de la vie quotidienne sont décarbonés. Et donc aujourd'hui déjà, la mobilité électrique sera décarbonée. Donc formidable opportunité notamment pour les Français de rouler bas carbone. Deuxième raison pour EDF, le CO2, c'est un de nos principaux combats. On l'a rappelé, on l'a réitéré. D'ailleurs, on a même publié une raison d'être l'année dernière. Notre raison d'être chez EDF, c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2 et grâce à l'électricité avec des solutions et des services innovants. Voilà, c'est vraiment notre combat, notre raison d'être, le CO2. Également, je souhaiterais rappeler notre stratégie CAP 2030 qui fait de la production d'électricité bas carbone une priorité, évidemment avec un développement massif des énergies nouvelles. EDF est un des leaders européens des énergies nouvelles. Nous avons annoncé un plan stratégique solaire avec un déploiement massif d'énergie solaire en France. Nous avons également annoncé un plan stratégique stockage pour soutenir ces énergies nouvelles. Et donc, c'est la part des énergies nouvelles, mais également électricité bas carbone grâce à l'électricité nucléaire qui doit rester sûre et compétitive. Et enfin, dernière raison pourquoi nous sommes convaincus que l'électricité c'est la solution,
parce que nous travaillons sur la mobilité électrique depuis très longtemps, depuis près de 50 ans, rappelez les anciens d'EDF, avec des premières pistes d'essais de véhicules électriques dans notre centre de recherche aux Renardières dès les années 70, des laboratoires. Et puis nous avons également lancé Sodetrel, qui maintenant s'appelle Easivia, une filiale d'EDF, créée en 1998. Donc l'installation des bornes de recharge, vous voyez, chez EDF, ça date de quelques années. Voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'EDF a fait de la mobilité électrique un axe de développement majeur, un axe de développement stratégique pour le groupe. Et donc nous réitérons notre engagement auprès des clients, auprès des territoires pour les aider dans leur développement grâce à une mobilité partout et pour tous. Alors concrètement, le plan mobilité électrique. Alors concrètement, on en parlait avec Brice et Gilles avant de démarrer, on a fait un pari. Il y a 2-3 ans, c'était loin d'être évident dans des grands groupes comme le nôtre que la mobilité électrique allait se développer. Loin d'être gagné. Rappelez-vous, les ventes d'électricité, c'était moins de 1% des ventes des véhicules électriques. L'année dernière, ça a été un véritable basculement, en 2020. C'est en Europe, un véhicule sur 8, je crois que c'est 12,5%, un véhicule sur 8 vendu qui est électrique. Mais il y a 2-3 ans, on peut vous dire, ce n'était pas garanti. Donc EDF a fait un pari, on s'est dit on se lance. Et on a lancé un plan mobilité électrique, donc fin 2018, octobre 2018 précisément, notre président a dit je lance, après un plan solaire, après un plan stockage, je lance un troisième plan stratégique pour EDF, un plan mobilité électrique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour EDF? Vous allez voir, ce n'est pas très, très surprenant pour un électricien. Premièrement, c'est fournir de l'électricité, décarbonée évidemment, à 30% des utilisateurs de véhicules électriques en Europe. Alors nous visons principalement les 4 pays où nous avons nos clients. Il s'agit de la France évidemment, du Royaume-Uni, de la Belgique et de l'Italie. Donc nous visons pour 2022, Gilles l'a dit, les objectifs sont très court terme, ambitieux. Nous visons pour 2022 de fournir 30% des utilisateurs de véhicules électriques en Europe. Deuxième axe prioritaire, le déploiement des bornes en charge publique, en charge privée. Et nous visons pour 2022 75 000 bornes déployées dans les 4 pays que je viens de citer. Et ça, c'est vrai en particulier en France avec Easivia, qui déjà opère plus de 10 000 bornes sur le territoire français et qui également propose un pass d'interopérabilité, un pass de paiement qui vous permet de vous charger sur plusieurs dizaines de milliers de points de charge en France et plus de 100 000 points de charge en Europe. Et puis dernier, last but not least, comme disent les anglo-saxons, le smart charging, troisième axe de développement stratégique pour EDF, le pilotage intelligent de la borne en bon français. On a plaisir de dire qu'un véhicule électrique pour EDF, c'est une batterie sur roue, batterie qui a aussi l'avantage pour la plupart du temps de ne pas circuler. Notre voiture, elle est stationnée à 95% du temps. Donc pour EDF, c'est une formidable opportunité d'avoir du stockage un peu partout en France. Donc le pilotage intelligent de la charge, vraiment un axe stratégique, et un axe stratégique de plus long terme. Évidemment, il faudra des millions de véhicules pour que ce soit vraiment intéressant pour le système électrique. Mais là aussi, nous nous sommes fixés des objectifs très court terme. Et même pour 2020, nous étions fixés un objectif de pouvoir piloter 4000 bornes intelligentes en Europe. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, sur ces 3 objectifs, nous sommes en avance. Nous sommes en avance de 2 ans. Nous avons déjà dépassé ces objectifs qui étaient ambitieux avec 2 ans d'avance. Et nous allons continuer d'accélérer, parce qu'on voit le développement, on l'a dit, est parti. Nous allons continuer d'accélérer avec nos filiales en France, notamment Easivia. Mais également, nous allons accélérer à l'étranger en faisant des acquisitions, parce qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, ou en faisant des partenariats avec des startups, en investissant dans des startups. Nous avons par exemple l'année dernière fait l'acquisition au Royaume-Uni de Podpoint, qui est le leader de la charge en Angleterre. Nous avons également fait l'acquisition d'une société en Californie qui s'appelle Powerflex. Voilà. Donc nous avons décidé assez tôt d'anticiper ce mouvement et nous allons continuer d'accélérer. Alors d'autres étapes ont été franchies depuis 2018. Nous avons consolidé Easivia, je vous l'ai dit, Easivia créé en 1998, leader de la charge publique. Easivia qui également se développe dans les entreprises, donc le parking des entreprises, parking de supermarchés, parking d'hôtels. Et Easivia également qui, depuis l'année dernière, propose des offres pour les copropriétaires, vous le savez,
on aura probablement des questions. Le sujet des copropriétés, la recharge des copropriétés, c'est un sujet. Et depuis l'année dernière, Isivia a des offres pour les copropriétés. Nous avons également développé des offres de mobilité électrique sur l'ensemble de nos filiales qui ont accès à des clients. Donc c'est le cas notamment d'EDF Commerce, EDF Commerce que vous connaissez tous, puisque c'est eux qui fournissent de l'électricité à tous les Français, en tous les cas ceux qui sont en contrat avec EDF. Donc EDF Commerce qui, principalement auprès des entreprises, apporte des conseils. EDF reste très important sur le sujet des conseils. Donc conseils en électrification, nous conseillons les entreprises qui souhaitent basculer à l'électrique, donc nous conseillons sur comment passer à l'électrique concrètement, à la fois sur leur flotte de véhicules, et puis évidemment conseils sur les infrastructures de recharge. L'entreprise se pose des questions sur combien de bornes je peux mettre, quel raccordement, quelle puissance, qu'est-ce que ça va me coûter, en combien de temps, etc. Donc le sujet d'infrastructure de recharge est important également pour les entreprises, et donc EDF Commerce propose ces conseils-là aux entreprises. Nous avons également lancé des offres de mobilité électrique via notre filiale Easy by EDF, la plateforme de services sur Internet sur laquelle vous pouvez commander vos travaux pour votre domicile. Donc Easy by EDF propose depuis l'année dernière également un pack mobilité électrique pour les particuliers et les professionnels. Vous pouvez évidemment commander votre solution de recharge pour votre domicile. Vous pouvez commander de la fourniture d'électricité adaptée à votre véhicule. Vous pouvez commander le pass de mobilité électrique et vous pouvez même commander une offre de leasing. Nous avons fait un partenariat avec Airbus, donc vous pouvez commander un pack avec l'ensemble de ces solutions. Et puis aussi, on peut mentionner SOWI, notre filiale d'EDF, sur la Smart Home, sur la maison connectée. Avec votre station connectée SOWI, vous pouvez aussi piloter votre borne de recharge de votre domicile. Et puis Citellum également, un acteur de l'éclairage public qui propose depuis cette année également des solutions de recharge dans les candélabres. C'est une solution finalement élégante de pouvoir rapidement, sans aller chercher de vos espaces, de pouvoir mettre une solution de recharge dans le candélabre. Voilà. Grâce à tous ces acteurs, nous avons pu tenir notre promesse. La promesse était une recharge pour tous et partout. Et donc nous avons des solutions de charge pour chez vous. Vous allez vous charger chez vous. Nous avons des solutions de charge pour le travail. 90% du temps, vous vous chargerez chez vous et au travail. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir. C'est un changement d'habitude. L'essentiel du temps, vous chargerez à la maison, dans votre parking ou au travail. Et ensuite, nous avons également des solutions, parce que vous allez vous charger dans l'espace public, quand vous ferez vos courses au supermarché. Donc la recharge d'appoint. Charge d'appoint également qui est intéressante pour ceux qui n'ont pas de parking privé. Il y a 12 millions de logements en France qui n'ont pas de parking privé. Donc important également d'avoir dans nos rues des solutions de recharge pour ceux qui n'ont pas de recharge chez eux. Et puis enfin, le quatrième endroit où vous allez vous charger, c'est quand vous ferez de longs voyages, la charge en itinérance, donc la charge rapide, super rapide. On en parlera peut-être également. Voilà. Donc nous avions fait une promesse, encore une fois, en 2018. Nous avions fait un pari, une promesse, une charge. C'était la commande de notre président. Je veux que mes clients, dans les 4 pays où nous sommes, je veux que mes clients aient des solutions partout. Et nous avons tenu cette promesse, encore une fois, avec près de 2 ans d'avance sur les objectifs qui nous avaient été fixés. Et pour tenir cette promesse, en fait, on avait également une conviction. Nous avons décidé de travailler avec des partenaires. Parce que finalement, la batterie, le véhicule électrique, la batterie, c'est finalement un endroit où des entreprises se rencontrent, et notamment les électriciens et les constructeurs automobiles. Et donc nous avions cette conviction que pour pouvoir proposer des solutions à nos clients, il fallait nous associer, il fallait travailler avec les partenaires de la filière de la mobilité, de la filière automobile en particulier. Et pour vous éclairer, je peux vous donner quelques exemples. C'est évidemment Renault, constructeur français bien connu sur la mobilité électrique. Nous avons des échanges multiples avec Renault, notamment sur des échanges techniques, technologiques, mais également Renault fait la promotion de nos offres de mobilité électrique. C'est également Volkswagen qui a annoncé il y a peu de temps un accord avec EDF. Volkswagen propose à ses clients une offre d'électricité verte régionale. C'est encore BMW en Belgique qui a demandé à notre filiale Luminus d'installer des solutions de charge, donc un pack mobilité pour ses clients, entreprises et particuliers. C'est Edison en Italie qui a installé des bornes, notre filiale en Italie qui installe des bornes dans les concessions de Toyota. Alors nous avons également des partenariats avec d'autres acteurs de la mobilité, des loueurs, des leaseurs. Je peux également citer Arval, que nous accompagnons
pour conseiller leurs clients entreprises. Le sujet du véhicule, c'est une chose, j'ai dit tout à l'heure, le sujet de l'infrastructure, c'est un autre sujet. Donc nous accompagnons Arval pour aider ses clients, pour conseiller ses clients à basculer à l'électrique, ou encore Uber, dans un autre secteur, Uber, chauffeur de taxi, flotte de taxi qui a décidé de basculer ses véhicules, ses taxis à l'électrique, à marche forcée. Donc nous accompagnons Uber pour préparer cette transition. Et concrètement, par exemple, les chauffeurs de taxi Uber ont accès à des tarifs privilégiés chez Easyvia ou chez Easy by EDF. Certains partenariats, alors tous ne sont pas publics, mais certains partenariats nous ont également permis d'aller vers des services très innovants. Je souhaitais souligner l'accord avec Nissan, un accord européen, un accord dans les 4 pays où nous sommes actifs. Donc accord signé dès 2019 sur le smart charging et notamment sur le véhicule to grid. Cet accord nous a permis de renforcer notre expérience, de renforcer notre savoir-faire. Alors qu'est-ce que c'est que le smart charging? Rapidement, encore une fois, je l'ai dit, c'est piloter la recharge du véhicule électrique au meilleur coût, au meilleur moment, évidemment pour le client, mais également pour le système électrique. Donc, au meilleur moment, c'est au meilleur prix, quand c'est décarboné, autant que possible. Il y a 2 briques, on dit souvent qu'il y a 2 briques. Il y a ce qu'on appelle le V1J, donc c'est le pilotage, on ne fait que charger, on déplace la charge au moment où on pilote la charge en puissance, donc on évite de dépasser une puissance, donc on ne fait que charger, déplacer la charge quand ça nous arrange. Et puis la deuxième brique, c'est le Vehicle to Grid, V2G, V2G en anglais, pour les spécialistes. Et là, on va un petit peu plus loin parce qu'on va réinjecter, on va décharger la batterie quand ça nous arrange. Alors, on va décharger principalement la batterie dans votre domicile, on s'amuse à dire, vous allez rentrer le soir à 19h avec votre véhicule chez vous. L'électricité sera peut-être moins abondante à une période de pointe, donc ça pourra arranger le système électrique que vous alliez brancher votre maison, au moment où vous faites la cuisine, vous allez brancher votre maison sur votre batterie. Donc là, on va réinjecter l'électricité de la batterie du véhicule vers la maison ou sur le bâtiment. Et puis également, demain pour le système électrique, RTE a souligné l'importance de ce smart charging, on va réinjecter l'électricité dans le réseau. Et donc Nissan a l'avantage, les Japonais ont l'avantage d'avoir développé cette technologie un peu en avance. Et donc on a fait un accord avec Nissan et depuis quelques mois, nous proposons aux entreprises une offre véhicule to grid entreprise, donc les flottes d'entreprises, les flottes typiquement qui rentrent qui rentrent au parking le soir. On propose à ces clients-là une offre EDF-Nissan, avec votre véhicule Nissan, avec l'offre EDF, vous gagnez de l'argent, on vous rémunère parce qu'on va jouer entre guillemets avec votre batterie toute la nuit. Et donc on vous rémunère pour participer à la flexibilité. Vous pourrez aussi citer sur le smart charging, vous avez probablement vu les annonces sur le projet Flexitanie en Occitanie, avec la région Occitanie, avec l'ADEME. C'est un projet qui vise à terme d'installer une centaine de véhicules Nissan, véhicules to grid, une centaine qui auront également l'offre EDF Smart Charging. Et donc pour créer une batterie virtuelle de l'ordre de 1 MW, 100 véhicules, c'est à peu près 1 MW. Donc pour vérifier, pour tester l'intégration de ces véhicules dans les entreprises, dans la collectivité, pour voir quel est l'impact sur le système électrique. Voilà. Je souhaite également dire 2 mots sur l'hydrogène. Alors, ce n'est pas tout à fait la mobilité électrique, mais c'est un complément important pour EDF. Alors, l'hydrogène, c'est l'hydrogène décarboné, évidemment. L'hydrogène vert, contrairement à l'hydrogène gris. Alors, l'hydrogène, vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est produit essentiellement des hydrocarbures. Donc, on parle bien d'hydrogène fabriqué avec de l'électrolyse. Et donc, prenez de l'eau, prenez de l'électricité décarbonée, on fabrique de l'hydrogène. Et donc c'est un complément à la décarbonisation de l'économie, à la décarbonisation des transports. Donc EDF évidemment accompagne l'ambition de l'Europe qui s'est fixé un objectif de 40 gigawatts pour 2030, également suit l'ambition du gouvernement français avec un objectif de développer la filière industrielle hydrogène en France, avec des financements de plus de 7 milliards d'euros d'ici 2030. Donc EDF souhaite également être un acteur leader de l'hydrogène en Europe d'ici 2030 et s'appuie sur son expertise évidemment R&D, un centre de recherche en Allemagne. Il s'appuie également sur une prise de participation dans la société McPhy, qui est un leader français sur la production d'électrolyse. Et nous avons également lancé l'année dernière une nouvelle filiale qui s'appelle Dynamics, qui produit et commercialise de l'hydrogène et qui vise principalement les secteurs du transport, donc plutôt le transport lourd, les bus par exemple
dans la région d'Auxerre, nous déployons des solutions pour les bus à hydrogène, ou l'industrie, là où vous pouvez apporter de l'hydrogène à bon prix. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un peu le temps. J'en prie, oui. Alors, excusez-moi, je reprends les notes. Alors, vous voyez, le développement massif de la mobilité électrique est lancé. Alors, je disais, il y avait un peu de recul des ventes en janvier, mais néanmoins, je pense que c'est un épiphénomène. Tous les signaux, qu'ils soient technologiques, les batteries sont de plus en plus performantes, les signaux industriels, les signaux réglementaires, les signaux politiques, tous ces signaux nous permettent de rester optimistes. On avait fait un pari il y a 2-3 ans, mais je pense que vraiment, il y a toutes les raisons de penser que la mobilité électrique va se développer. On pense qu'il faut quand même être vigilant, il faut continuer à être en soutien sur certains sujets, notamment le déploiement accéléré et efficace de la recharge publique. Je pense qu'on aura des questions sur le sujet. Et je souhaitais parler du plan de relance du gouvernement. C'est un formidable soutien, un soutien qui sera probablement déterminant, puisque le gouvernement souhaite accélérer, Gilles l'a dit, le gouvernement vise 100 000 bornes sur la voie publique d'ici 2021. Et c'est important parce qu'effectivement, ça sera un élément de réassurance pour ceux qui veulent passer à la mobilité électrique. Même si 90% du temps, vous allez vous charger chez vous au travail, je pense que c'est important d'avoir cet élément de réassurance. Alors Easivia, notre filiale, va contribuer à ce plan de relance. Concrètement, Easivia va déployer 1000 bornes en propre, notamment le grand projet autour de Lyon, c'est près de 700 bornes qui seront déployées autour de Lyon d'ici la fin 2021. C'est également le lancement d'un nouveau réseau de bornes de charge rapide, super rapide, donc des bornes entre 50 et 150 kW. Donc c'est 300 bornes supplémentaires qu'Easivia va développer dans les prochains mois sur le territoire français. Et puis c'est également 4000 bornes qui seront déployées par Easivia dans les entreprises, dans les collectivités, donc dans un espace un peu privé, mais accessible au public. Voilà, donc cette contribution d'Easivia au plan de relance du gouvernement français. Je pense que c'est important aussi d'être attentif sur l'ensemble des bornes, sur l'ensemble du territoire. Voilà, l'autoroute, les grands axes, c'est la surface cachée de l'iceberg. Vous allez vous charger sur l'autoroute ou sur les grands axes de façon exceptionnelle. Et donc il faudra être attentif pour qu'il puisse y avoir des bornes partout, pour tout. Donc effectivement, il faudra être vigilant sur que l'ensemble du territoire soit bien entre guillemets, maillé pour que les bornes, pour que nos concitoyens puissent voir des bornes pas très loin de chez eux pour être assurés, pour ceux qui ont des parkings, pour ceux qui n'en ont pas. Donc je pense que c'est important également, au-delà du nombre de ces 100 000 bornes, d'être vigilant sur la qualité, sur les endroits où on va placer ces bornes, être vigilant sur le fait qu'elles soient rentables, qu'elles soient viables. Donc, on voit beaucoup de bornes qui sont finalement peu utilisées parce qu'elles sont mal placées. Voilà. Au-delà de ce soutien à la recharge publique en particulier, et pour finir, je souhaitais également souligner, il y a 3 sujets également pour lesquels il faut rester en soutien. C'est tout ce qui est incitation, bonus, vigilance sur la visibilité qui est donnée à nos clients, particuliers aux entreprises, sur les bonus d'achat de véhicules, enfin sur l'incitation générale de l'acquisition aux véhicules électriques. C'est important de maintenir cette visibilité parce que pour choisir de basculer sur l'électrique, je dirais le coût total, vous savez, du véhicule intègre une bonne partie de durée. Votre véhicule, vous allez gagner de l'argent dans la durée. Et donc il est important de maintenir cette visibilité sur les incitations en général. Il convient également d'être en soutien de la filière qui émerge sur le smart charging. Je vous l'ai dit, c'est innovant, c'est émergent, c'est encore très peu de bornes, très peu d'acteurs. EDF a lancé une filiale il y a 2 ans avec une start-up américaine qui s'appelle NUV. Cette filiale s'appelle Drive. Donc c'est elle qui est derrière les autres dont je vous ai parlé. Mais il y a encore trop peu d'acteurs sur ce sujet, trop peu de projets. Et je pense que c'est important qu'il y ait un soutien pour que cette filière industrielle nouvelle émerge. Les enjeux sont lointains. Donc je pense que c'est important que cette filière soit soutenue. Et puis enfin, dernier point, pour finir, c'est l'interopérabilité. Je pense que c'est également quelque chose
qu'il faut soutenir aujourd'hui avec un pass d'interopérabilité, avec un pass de paiement. Pour ceux qui ont un véhicule électrique, vous savez, on ne peut pas se charger partout, ça ne passe pas partout. Alors c'est à peu près 2/3, 3/4 des bornes qui sont accessibles via un pass, mais ce n'est pas suffisant. Et donc il est important que l'on soutienne l'interopérabilité en France et en Europe, et on pourra évoquer le rôle particulier de la plateforme JREV qui permet de connecter les opérateurs entre eux et qui permettent à tout à chacun, un peu comme notre badge d'autoroute, de passer l'ensemble des péages sans changer de badge. Voilà. Merci pour votre attention et évidemment à vos dispositions pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, donc ça fait très foisonnant finalement quand on vous écoute. Ce qui frappe aussi, alors donc au départ, ce qui est absolument assuré, c'est que la plupart des possesseurs d'automobiles électriques rechargent chez eux ou au boulot dans la journée, parce que c'est plus facile, c'est prévu, c'est là qu'on passe la majeure partie de son temps. Tout de même, comme vous avez dit, exceptionnellement, en fait, c'est régulier, c'est au moins 2 fois par an, pour les gens qui partent en vacances ou ailleurs, on part plus loin. Et il y a quand même une inquiétude, parce que nous avons un certain nombre de nos membres qui disent « mais moi je suis arrivé quelque part, mais c'était en panne ». Et donc, la difficulté, je crois, pour l'instant, c'est qu'on a un peu l'impression d'un fouillis, excusez-moi, je ne parle pas d'EDF, je parle de la totalité des acteurs, un peu l'impression d'un fouillis, avec une partie des points de recharge qui ne fonctionnent pas, et au fond, ce que vous avez mentionné comme étant une piste d'avenir, le smart charging et autres, on a vraiment l'impression qu'en réalité, il faudrait très vite aller à ça, de manière à ce que les bornes se parlent les unes aux autres, que l'on sache que l'automobiliste soit prévenu à l'avance. Ben voilà, là, il y en a 3 qui fonctionnent. Et éventuellement, s'il y a 15 personnes qui ont filé rendez-vous, si je puis dire, au point de recharge, combien de temps il faut attendre, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui, à mon avis, sont le service autour de la bande de recharge qui est très important, quoi. Et c'est là, évidemment, que sans doute EDF ou d'autres acteurs feront la différence, hein, parce qu'on cherche en effet la qualité. Écoutez, la France est plutôt dans le peloton de tête en Europe, hein. Si on parle simplement de la recherche publique, les pays les plus en avance sont la Scandinavie, la Norvège, on parle beaucoup de la Norvège évidemment, les Pays-Bas, et puis vous retrouvez derrière la France, un peloton avec la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais sur la recherche publique, l'Europe recommande d'avoir une borne pour 10 véhicules. En France, si on est simplement sur les batteries, les véhicules 100% électriques, hein, vous savez qu'il y a des véhicules 100% électriques et des véhicules hybrides rechargeables. Si on est simplement sur les véhicules 100% électriques, on a une borne de recharge pour 8 voitures. C'est des ratios qui sont plutôt meilleurs que ceux de nos voisins. Donc 30 000 bornes déployées en France, je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur actuel. On est un peu plus aux Pays-Bas, un peu plus en Allemagne, un petit peu plus en Angleterre, mais globalement c'est comparable et c'est bien en avance par rapport à d'autres pays d'Europe. Donc voilà, on n'est pas en retard, et comme je le disais aussi, il faut regarder l'ensemble des bornes, pas seulement les bornes publiques. Nous, notre rôle EDF, il est central, c'est pas seulement la recherche publique, je l'ai dit, nos clients, ils sont où ? Ils sont d'abord chez eux ou au travail. Donc il faut également qu'on aborde l'ensemble de cette recharge. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on était sur l'ensemble des endroits où vous allez vous charger. Et comme je l'ai dit, le nombre est important, mais la qualité aussi. Chaque typologie, chaque géographie, d'un pays à l'autre, est assez différent. Il y a des grandes villes très, très denses aux Pays-Bas ou en Allemagne ou en Angleterre. Le territoire français est probablement un petit peu différent, donc c'est probablement un peu plus difficile pour mailler le territoire français. Mais voilà, il n'y a pas à rougir. La France est plutôt bien placée en termes de déploiement de bornes. EDF, par rapport à ses concurrents, si on regarde que les électriciens historiques, je pense que EDF est probablement un des rares à avoir vraiment lancé un plan mobilité. On peut citer
un confrère italien aussi qui est très actif sur le sujet de la mobilité électrique. Mais j'ai envie de dire, il y a peu d'électriciens comme EDF qui ont vraiment décidé d'en faire un axe stratégique. On voit à côté de l'EDF plutôt des gens venus du pétrole, pour qui évidemment il y a besoin, l'avenir s'annonce moins pétrole, et donc ils se préparent à l'électricité. Donc on a plutôt des acteurs du pétrole qui viennent nous concurrencer, mais qui sont pas partout. On va les trouver plutôt sur les stations essence. Hein. Je ne veux citer aucun acteur évidemment, mais donc ils se concentrent probablement à des endroits qui les intéressent, qui sont dans la suite logique de leur business actuel. Encore une fois, nous, l'objectif d'EDF, c'est de servir ses clients. Alors c'est très ambitieux parce que nous avons beaucoup de clients et dans 4 pays différents, clients particuliers, clients collectivités, clients entreprises, mais c'est bien ça le sujet pour nous, et je pense qu'à cet égard, je pense que EDF est probablement un peu unique si on parle que d'électriciens. Donc voilà, on est plutôt une bonne référence dans le domaine de la mobilité électrique avec des compétences importantes. Écoutez, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est quand même une des forces d'EDF. Nous avons encore des bureaux, des installations quasiment sur tout le territoire. Et donc nos équipes commerciales sont en contact avec les collectivités locales françaises tous les jours. Et donc on accompagne ces collectivités qui le demandent, hein, avec qui on a des rencontres tous les jours. On les accompagne notamment pour réfléchir à un schéma d'implantation, un schéma de raccordement. Donc c'est pour ça que je disais, la bande pour tous et partout, elle doit être entre guillemets, réfléchie avec les collectivités. Et là, c'est bien le rôle historique d'Isivia. Isivia, son activité historique, c'était bien déployer les bornes dans les territoires et notamment pour les collectivités. Ça le reste. Et donc Isivia continuera d'accompagner les territoires, les collectivités publiques. Et donc voilà, ça prendra du temps, évidemment, mais c'est bien une de nos ambitions. Et puis nous sommes évidemment en contact avec les pouvoirs publics, recherche de solutions de financement. Je mentionnais l'exemple du Grand Lyon, alors une grande collectivité évidemment. On trouve également des solutions de financement. À Lyon, nous avons créé une structure particulière avec Demeter qui finance. Donc même pour les collectivités qui ne souhaitent pas investir, qui n'ont pas les moyens d'investir, on trouve également des solutions de financement. Donc voilà, c'est des projets qui s'inscrivent dans la durée. On ne décide pas d'installer une borne dans l'espace public comme ça, mais EDF, fort de sa présence territoriale, de ses équipes présentes sur le territoire, accompagne depuis longtemps, je vous dis Isivia, créé en 1998, accompagne depuis longtemps les pouvoirs publics, les collectivités, également dans le rural. Déploiement de corridors, la suite de corridors, effectivement, je peux vous dire que nous avons redoublé d'efforts pour réinstaller de nouvelles bornes. Alors, on n'a pas remplacé toutes les bornes parce qu'elles étaient également dans des endroits où on n'a pas souhaité, certains acteurs n'ont pas souhaité qu'on remplace des bornes, typiquement station essence, station d'autoroute. On n'est pas tout à fait chez nous, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, mais d'ici la fin de l'année, nous aurons réinstallé une 50aine de bornes du réseau Corridor, de l'ancien réseau Corridor, et comme je vous l'ai dit, nous avons un nouveau projet d'installation de 300 bornes de charge rapide de 50 kW à 150 kW, donc sur l'ensemble du territoire national. Et là également en étant vigilants sur les implantations. Et nous cherchons, je lance un appel, nous cherchons du foncier, parce que finalement, il faut également trouver les bons espaces pour placer ces bornes. Donc nous sommes en contact avec un certain nombre d'entreprises pour identifier, pour mettre les bornes là où on pense qu'elles devraient être. Mais voilà, il nous faut également trouver du foncier. Donc ceux qui pensent avoir du foncier, avoir des terrains, avoir des surfaces commerciales, des parkings bien situés avec fort trafic, je vous invite à contacter EDF ou Isivia pour placer ces bornes. Voilà, donc il y a un enjeu, pas tellement de volonté d'y aller, notre volonté de développer les bornes, elle est forte, c'est plutôt une question de terrain à trouver. Donc tous ceux qui ont du terrain, qui peuvent nous proposer du terrain, qui souhaitent
qu'on installe des bornes sur leur terrain, bornes rapides, 50 kW, je vous dis jusqu'à 150 kW, peuvent nous contacter. C'est vraiment, comme disent les Anglais, c'est le bottleneck, c'est l'endroit un peu difficile. On n'installe pas les bornes là où on veut. Il y a beaucoup d'espaces privés où nous aurons installé des bornes. J'ai mentionné l'exemple de Nissan. Nous avons des échanges également avec d'autres constructeurs. J'ai cité Renault. C'est effectivement important parce qu'effectivement l'utilisation de la batterie doit se faire en parfaite relation avec le constructeur. Avant d'utiliser la batterie, notamment sur le smart charging, comment je peux charger, décharger, quelles sont les limites, quelles sont les fréquences d'utilisation des batteries. Donc cette capacité, les limites d'utilisation des batteries doivent se faire obligatoirement avec les constructeurs, avec les fabricants de batteries. Et donc c'est l'exemple de Nissan que j'ai cité parce qu'il est public, mais l'offre développée avec Nissan n'a pu se faire qu'en accord avec Nissan, avec les ingénieurs de Nissan, pour bien comprendre les limites d'utilisation des batteries, comment utiliser les batteries sans les abîmer, sans endommager leur durée de vie. Donc c'est fondamental que EDF travaille avec les constructeurs, je l'ai dit, c'est une conviction forte, à la fois sur la technologie, mais également sur les offres commerciales, puisque il faut également penser à nos clients quand ils vont acheter un véhicule, il faut les rassurer et leur proposer non seulement un véhicule, mais tout un panel d'offres de la solution de recharge, de la fourniture d'électricité. Les rassurer que quand ils vont se brancher chez eux, quand ils vont rentrer chez eux, brancher leur véhicule électrique, ça se passera bien. Voilà. Donc des partenariats avec les constructeurs sur la batterie, il y en a et il y en aura encore, et ils sont réellement indispensables, mais voilà, on a plutôt des relations cordiales et constructives avec beaucoup de constructeurs. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une norme ISO qui règlement, enfin, voudrait établir un niveau de qualité comparable sur les nouvelles bornes de recharge? Alors, il y a la norme 15118 qui devrait émerger, qui va arriver et qui va normaliser la communication entre la voiture et la borne. Donc, dit autrement, quand vous aurez une borne 15118, quand vous arriverez avec votre véhicule sera reconnu. Donc ça sera effectivement plus facile de communiquer avec le véhicule et donc du faire du smart charging. On saura qui vous êtes, quelle voiture vous avez, on saura un certain nombre on saura exactement quelle est la batterie que vous avez, la borne que vous avez. Donc on pourra entre guillemets jouer un peu plus facilement avec votre batterie, avec la borne. Alors effectivement, c'est certainement la caractéristique, tout à l'heure j'avais la question EDF et ses concurrents, c'est clairement la distinction de force d'EDF et ses principaux concurrents. EDF R&D, c'est plus de 2000 chercheurs dans le groupe, donc c'est vraiment la force d'EDF. Et d'ailleurs, quand nous avons lancé en 2018 le plan mobilité électrique, nous avons bénéficié d'un investissement fort, d'un plan de recherche et développement fort, massif du groupe. Et donc, effectivement, nous avons un certain nombre de recherches, de développement en cours qui viennent appuyer nos développements. Alors, évidemment, c'est autour des batteries, beaucoup de recherches autour des batteries. Et là également, je vous l'ai dit, nous avons des échanges avec de nombreux constructeurs. C'est sur la place publique plus ou moins, mais voilà, c'est quand même le sujet, connaissance des batteries, l'usage des batteries, performance des batteries, vieillissement des batteries, les batteries de seconde vie, qu'allons-nous faire avec les batteries de seconde vie, ce recyclage des batteries. Voilà, je pense que c'est un sujet majeur. Je l'ai dit, le véhicule électrique, c'est la batterie sur roue, c'est là où les électriciens et les constructeurs automobiles se rencontrent. Donc il y a un gros sujet évidemment sur les batteries, un gros sujet également sur les bornes de recharge. Nous avons développé un centre d'essai de bornes de recharge. Donc également une différenciation avec nos concurrents. Nous ne recommandons pas, nous voulons agnostique en termes de bornes de recharge, mais nos clients nous demandent des conseils, nous demandent de recommander
des fabricants de bornes, évidemment, il y a le sujet de qualité. Effectivement, l'histoire nous a montré que toutes les bornes n'étaient pas de même qualité. Alors c'est vrai que le réseau Corridor, il a eu l'avantage de nous faire apprendre, mais il date un petit peu, hein, puisque c'est un projet qui a été lancé, je crois, il y a 7 ou 8 ans. Donc c'était des premières bornes qui n'étaient pas encore industrielles. Et donc nous avons certainement souffert de cette avance, entre guillemets. Hein. Nous avons utilisé les premières bornes du marché pour développer des bornes sur l'autoroute. Mais depuis, nous avons appris donc, un gros effort d'EDF sur un centre de test. Donc nous testons de nombreuses bornes de recharge en relation également, en partenariat avec des fabricants de bornes, puisque là aussi, c'est dans l'intérêt collectif que ces bornes que nous recommandons, que nous installons, soient de qualité. Nous travaillons également sur d'autres sujets qui sont plus lointains, le véhicule autonome, tous les services autour de la mobilité, hein, vous l'avez dit, il faudra également proposer à nos clients des services autour de la borne, réservation de la borne, enfin voilà, c'est des choses assez simples, mais quel service demain ce qui est à peu près certain, c'est qu'on n'achètera plus une voiture comme on le faisait il y a 10 ou 20 ans, on la louera maintenant, c'est un usage, on voit beaucoup de voitures autonomes dans les grandes villes, enfin de voitures, partagées, donc on voit beaucoup de développement de services partagés, de bornes partagées, donc on réfléchit également sur les nouveaux services, et donc des services de mobilité, mobility as a service, comme disent les Anglais. Voilà, donc un certain nombre de sujets très innovants, plus ou moins avancés, mais un gros effort de R&D. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'énergie est un élément important demain pour ceux qui ont un véhicule, qui achètent un véhicule. Et donc, effectivement, il est important que les clients soient rassurés. Quand ils achètent un véhicule, on va vouloir acheter un forfait. On a l'habitude d'acheter des forfaits téléphone, des forfaits même voiture. Hein. On sort du garage, on a un loyer. Mais au-delà, il y a à la fois la question du prix, il y a la question du raccordement. Voilà, encore une fois, c'est le véhicule. Le constructeur ne vend plus simplement un véhicule, il vend un véhicule avec un carburant qui est particulier, qui est l'électricité, qu'il ne fournit pas, ou que vous pouvez acheter à plusieurs fournisseurs, et puis une installation de charge. Et donc les constructeurs, évidemment, s'intéressent à ce sujet de l'énergie. Mon sentiment personnel, c'est qu'il y a beaucoup moins de valeur que ce qu'ils imaginent dans l'énergie. C'est un métier très compliqué. On passe du temps à expliquer aux constructeurs l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie entre le moment où vous produisez de l'électricité et qu'il est valorisé sur les marchés de l'énergie, hein, parce que le sujet, effectivement, c'est comment l'électricité qui va être dans votre batterie, comment je la valorise. Alors pour nous, EDF, elle a une valeur stratégique pour le système électrique français, RTE, Enedis, ça a une valeur stratégique fondamentale. Par contre, elle a certainement beaucoup moins de valeur à l'unité pour un constructeur. Et donc, il y a ceux qui ont la volonté de construire des offres, de vraiment packager, et je pense que c'est la bonne voie pour pouvoir proposer des solutions complètes aux clients qui achètent un véhicule. Et donc, on travaille avec des constructeurs pour pouvoir leur permettre de vendre des offres packagées, de l'offre d'électricité d'EDF à l'intérieur. C'est plus compliqué, je pense. Certains constructeurs ont déjà fait marche arrière. Certains avaient décidé d'investir dans l'électricité, de devenir eux-mêmes fournisseurs. On ne s'improvise pas fournisseur. Donc oui, il y a un risque, entre guillemets, pour EDF de voir arriver de nouveaux concurrents. Mais sincèrement, je pense que ça sera plutôt marginal. Voilà, je pense que c'est plutôt... il faut avoir de gros moyens en tous les cas pour aller sur ces sujets d'énergie, et je pense que peu de constructeurs auront les moyens et les compétences. Il faut également de nombreuses compétences pour pouvoir traiter l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie. Donc on regarde ça évidemment avec attention, on travaille avec les constructeurs sur ces sujets-là, mais je pense que c'est sincèrement, moi je suis convaincu, EDF est convaincu que un constructeur d'automobile c'est un constructeur d'automobile, un électricien c'est un électricien,
Et c'est vraiment des compétences et des investissements lourds de chaque côté. Je pense que c'est important que chacun reste sur son cœur de métier et travaille ensemble pour qu'à la fin, le client il retrouve une offre la plus attractive, la plus simple. C'est ça plutôt notre conviction. Nous avons déjà des offres de fourniture d'électricité chez EDF Vert Électrique Auto qui vous permettent, si vous avez un compteur Linky, de bénéficier d'heures creuses, super creuses, d'heures week-end. Donc ça existe en fait, il faut que vous ayez Linky. Et donc ces offres vont se développer, se développent. Et donc vous aurez certainement de plus en plus. L'avenir est aux offres différenciées. En fonction des heures de la journée, vous bénéficierez d'heures creuses, super creuses. Donc, et peut-être même dans la journée, vous serez peut-être incité à consommer, puisqu'il y a certains moments de la journée, il y a beaucoup d'énergie solaire, beaucoup d'énergie éolienne. Et donc, je pense qu'on aura dans l'avenir également un développement important des offres de fourniture d'électricité très différenciantes, parce que c'est le développement des énergies nouvelles qui pousse à ça. Et puis le véhicule électrique également, c'est un usage intéressant. Intéressant aussi si vous faites de l'autoconsommation, pour ceux qui ont des panneaux solaires. Il y aura des offres également un peu plus smart qui vous permettront d'optimiser votre autoconsommation, de charger votre véhicule électrique quand il y a du solaire, décharger votre batterie le soir, comme je le disais. Donc voilà, je pense que Linky, c'est un superbe outil pour les gestionnaires de réseau, évidemment, mais également pour les fournisseurs d'électricité en général, de proposer des offres très différenciantes, de permettre aux clients de bénéficier de l'ensemble des nouvelles dispositions, de la batterie qui est de la flexibilité pour le client et pour le réseau, mais également de pouvoir bénéficier à certains moments de la journée, de la semaine, des meilleurs prix ou de la meilleure offre décarbonée. Donc c'est déjà là et c'est appelé à se développer. Alors c'est un sujet complexe. Encore une fois, c'est l'interopérabilité, comme je l'ai dit, c'est ce qui vous permet de vous balader avec un badge, avec un pass, avec une application mobile dans toute la France ou dans toute l'Europe, idéalement demain. Ça marche comment? Soit vous avez... C'est de mettre en connexion des opérateurs. Donc il y a des dizaines, des centaines d'opérateurs de bande de recharge. Donc l'interopérabilité, c'est de mettre un client d'un opérateur en capacité d'aller charger sur un autre opérateur. Un peu comme votre téléphone mobile, aujourd'hui vous partez de France, vous allez en Allemagne ou en Angleterre, vous êtes détecté, vous n'avez pas besoin de reconnecter à un réseau, ou comme le badge de l'autoroute, vous passez toutes les bornes de l'autoroute avec le même badge. C'est bien ça l'interopérabilité. Donc aujourd'hui il y a deux solutions. Les opérateurs passent des accords entre eux, donc ça limite évidemment, ou les opérateurs passent par des plateformes d'interopérabilité, JREV en France, qui connectent 2 tiers, 3 quarts, je crois, de grandeur des bornes. Ça, c'est au niveau de la France. Il y a des plateformes également en Europe, notamment en Allemagne, notamment dans les pays du Nord, un petit peu moins en Angleterre. Et donc, effectivement, là, nous, on pousse pour qu'il y ait encore un peu plus d'interopérabilité pour que vraiment la vie de nos clients soit la plus simple possible. Il y a besoin, ou il y aura une réglementation européenne qui obligera à l'interopérabilité, qui pour l'instant est volontaire, si j'ai bien compris. Oui, la seule obligation, il me semble, c'est de pouvoir se charger de façon ad hoc partout. Donc, soit une carte bancaire, soit une application. Donc, en théorie, les opérateurs doivent vous permettre, et c'est le cas notamment en Angleterre, nos collègues anglais doivent développer des bornes où vous pouvez vous charger avec une carte bleue, avec un moyen de paiement. Donc ça c'est l'obligation, et c'est un peu l'obligation de l'Europe. Donc vous êtes libre de ne pas avoir de pass, de ne pas avoir de badge, vous êtes libre de pouvoir vous charger partout. Alors c'est plus ou moins pratique, il y a des endroits où il vous faut un QR code, et pour avoir le QR code, il faut que vous ayez une application mobile pour pouvoir vous enregistrer. Donc en théorie, c'est faisable sur toutes les bornes. C'est ça que l'Europe impose, vous soyez libre de vous charger sans abonnement, sans opérateur, partout. C'est ça la directive de l'Europe, je crois, 2014, transcrit en France en 2017. Et donc il n'y a pas effectivement d'obligation d'interopérabilité. Mais je pense qu'effectivement, si on veut vraiment simplifier la vie de tous les utilisateurs de véhicules électriques, on peut imaginer que l'Europe soit obligée d'imposer de l'interopérabilité.
Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ben, effectivement, ils font partie des partenaires que nous avions identifiés il y a 3 ans, et on avait fait une cartographie des partenaires dits stratégiques. Et nous avons initié des premiers échanges avec les grands groupes d'assurance. C'est moins avancé, pour être tout à fait honnête, qu'avec les constructeurs ou avec les autres partenaires que j'ai pu citer. Mais on a des relations sur tous les produits d'assurance, d'assistance également. On est plutôt sur l'assistance. Quelle offre d'assistance vous acheterez demain Passivia avec une offre d'assistance? Qu'est-ce qui se passe si ma batterie dans le véhicule est déchargée? Qu'est-ce qui se passe si j'arrive devant une borne qui est en panne ou pas disponible? Et donc on travaille sur quelle assistance supplémentaire proposer aux conducteurs. On est également sur de l'assurance assez classique, hein. C'est ce qu'on peut faire déjà avec nos clients de fourniture d'électricité, assurance dépannage au domicile. Donc on va compléter nos offres de dépannage sur si vous avez une borne chez vous qui ne fonctionne pas. Donc assurer les bornes, assurer ces services-là. Donc voilà, c'est émergent, c'est moins avancé qu'avec les constructeurs, mais c'est évident que ce sont des acteurs importants de l'écosystème. Et puis également, tout à l'heure, on parlait de nouveaux services. C'est-à-dire que demain, le véhicule, dans les progrès attendus, le véhicule électrique, enfin, l'ensemble des véhicules sont connectés, donc peuvent communiquer beaucoup de données. Et les assureurs travaillent également sur quels services nouveaux, quelles assurances adaptées aux conducteurs de véhicules électriques. Donc il y a beaucoup d'innovations à venir. On est bien dessus avec des grands groupes d'assurance. Je vous dis, les discussions ont démarré depuis l'année dernière. On est un peu moins en avance, mais là, je pense que les services supplémentaires vont arriver. Voilà, donc, je ne peux pas vous dévoiler les noms des partenaires avec qui on discute, mais clairement, ça fait partie des partenaires, des axes stratégiques de développement pour de nouveaux partenariats. En fait, j'ai dit tout à l'heure, on cherche du foncier. Et donc, combien d'hectares à chaque fois? Non, mais en fait, la plupart du temps, on répond à la demande de nos clients. Donc on peut avoir de grandes ambitions de développement de charge, donc c'est bien ce que je vous dis, les 300 bornes supplémentaires, les 300 points de charge supplémentaires dont on a parlé. Nous cherchons des partenaires pour pouvoir installer ces bornes au bon endroit. Et sur l'ensemble des projets de recharge, finalement, on répond aux demandes de clients, qu'ils soient logisticiens, qu'ils soient investisseurs voulant développer des stations de recharge. On est souvent en réponse, puisque ce sont eux qui ont le foncier, encore une fois, le foncier, l'accès au réseau. Et donc on répond à l'ensemble des entreprises, hein, Isivia, EDF Commerce, je l'ai cité tout à l'heure, répond à l'ensemble des besoins. Donc il n'y a pas vraiment une stratégie particulière sur tel ou tel secteur, tel ou tel segment d'entreprise. On répond à toutes les entreprises qui ont des projets d'infrastructures de recharge, que ce soit pour leurs propres besoins, que ce soit pour leurs besoins de leurs salariés, ou que ce soit pour les besoins de leurs clients. Typiquement, les grands centres commerciaux, les supermarchés nous sollicitent beaucoup pour pouvoir installer des bornes pour leurs clients. Alors effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, l'hydrogène, c'est un complément pour décarboner l'économie, pour décarboner les transports. Mais l'électrification directe sera certainement ce qui s'imposera, en tous les cas pour les véhicules légers. Donc, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'hydrogène décarboné est plus cher, parce que vous fabriquez de l'électricité, vous utilisez l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, pour refaire l'électricité, donc il y a un rendement globalement qui n'est pas bon. Et puis, il n'y a pas forcément de l'énergie nouvelle en France, en tous les cas. L'énergie nouvelle, les intermittences dont il était référence dans la question, il y en a évidemment, mais on arrive globalement à les gérer. Ce n'est pas tout à fait le cas d'autres pays, on peut citer l'Allemagne. Dans le nord de l'Allemagne, vous avez des centaines, des milliers d'éoliennes qui ont été construites
mais l'énergie, elle reste dans l'Allemagne du Nord parce qu'ils n'ont pas construit le réseau haute tension qui permet d'acheminer l'électricité dans le reste de l'Allemagne, notamment dans le sud de l'Allemagne. Et donc, ils ont l'électricité éolienne dont ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ils ont effectivement développé un grand nombre d'électrolyseurs proches des ENR. En France, c'est un complément. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se dire c'est un complément. On va profiter de ces énergies nouvelles pour faire de l'électrolyse, mais ça ne sera qu'un complément. Encore une fois, aujourd'hui, ça reste un petit peu plus cher et c'est moins efficace que l'électrification directe des véhicules. Et ça, on pense que ça sera limité au transport lourd, au transport de marchandises ou au transport de personnes par les bus, par les cars, etc. Je n'ai pas en tête toutes les coopérations d'EDF avec l'ensemble des régions, mais je peux vous dire que voilà, on est présent dans toutes les régions. On a une organisation qui travaille avec l'ensemble des collectivités, que ce soit les régions, les départements. Et donc il y a des projets dans toutes les régions. Donc il n'y a pas de. L'exemple, il était cité juste pour illustrer ce que l'on peut faire dans la région Occitanie, pour illustrer ce qu'on peut faire sur le smart charging. Mais il y a beaucoup d'initiatives dans toutes les régions. EDF est présent. Là, on peut y passer beaucoup de temps. Il y a beaucoup de publications sur le sujet, mais effectivement, si on devait simplifier, un véhicule électrique, au départ, il coûte plus cher. Alors, si je parle d'environnement, j'ai vu qu'il y avait la question du coût après, mais je parle de l'impact sur l'environnement. Le véhicule électrique qui sort du garage, qui n'a pas roulé, il a déjà un impact plus important sur l'environnement. Ça, c'est vrai. Enfin, si je dois simplifier, c'est globalement vrai. Et donc, plus il va rouler, notamment dans des pays où l'électricité est décarbonée, plus il va rouler, plus son impact va diminuer, puisque si on fait le ratio, on va mesurer sur l'ensemble du cycle de vie, donc on peut prendre des durées de vie 10, 15, 20 ans, ça dépend des pays. Donc, mais si on fait vraiment l'analyse du cycle de vie sur l'ensemble de la durée de vie de la voiture, au départ l'impact il est à la défaveur du véhicule électrique parce qu'il coûte plus cher à l'environnement. Par contre, au bout de 10 ou 15 ans, enfin même plus rapidement que ça, je crois que c'est à partir de 15 000 km dans des pays comme la France, où plus vous roulez, plus la voiture elle est vertueuse. Et donc dans des pays comme la France, ça va assez vite parce que, je vous l'ai dit, l'électricité est décarbonée. Dans des pays comme la Pologne, où il y a encore beaucoup d'électricité produite au charbon, c'est moins vrai. Voilà. Mais globalement, néanmoins, même sur la moyenne de l'Union européenne, vous pouvez aller voir les rapports de TNI, je crois, qui a encore fait des rapports là-dessus. Mais globalement, évidemment, ça dépend d'un pays, mais globalement, sur l'Union européenne, c'est déjà, sur l'ensemble du cycle de vie, c'est déjà favorable parce que l'électricité est décarbonée, sera de plus en plus décarbonée. L'Europe a des projets de verdir son parc de production. Et donc, dans la durée, l'électricité sera décarbonée et donc l'impact du véhicule électrique sur l'environnement sera bien moindre que le véhicule thermique. En fait, c'est effectivement un certain nombre d'acteurs, ça a été dit dans la question. À la fin, si on fait un zoom sur la France, c'est bien le RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est responsable de l'équilibre du système. Donc le RTE est un acteur intéressé par le smart charging. On a parlé de la PPE, je crois, tout à l'heure. Il y a un besoin d'effacement de quelques gigawatts supplémentaires d'ici 2028. Le RTE est intéressé par la flexibilité offerte par les batteries. Et donc nous avons des échanges avec le RTE, j'ai mentionné la filiale Drive, nous échangeons avec le RTE pour voir comment utiliser ces batteries, quels services les batteries peuvent rendre au système, et comment ça peut être rémunéré, quelle est la valeur de ce service rendu au réseau de transport. Sur le réseau de distribution, Enedis en France principalement, il y a un peu de valeur, mais le réseau français, il
il est plutôt robuste, il est plutôt de bonne qualité, et à date, il y a probablement moins de valeur, moins de services à rendre au réseau de distribution, même s'il y en a. Hein. Et donc on discute également, nous travaillons également avec Enedis. Enedis a un certain nombre de projets sur le territoire, le projet à venir par exemple. Donc on regarde quelle valorisation, quel service on peut rendre, la batterie peut rendre au réseau de distribution. Et puis il y a les fournisseurs de services, il y a les fournisseurs d'électricité, parce que finalement à la fin c'est le fournisseur d'électricité qui intervient. Et puis il y a le client. Donc il y a clairement une valeur à partager. Il y a une valeur importante pour le système électrique, parce que si ça nous économise des moyens de production supplémentaires, si ça nous économise de renforcer les réseaux, donc il y a une économie importante pour la collectivité, pour le système électrique, pour le réseau de transport et de distribution. Qui rapportait à l'ensemble des clients, je l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est pas neutre, évidemment, hein, vous pouvez économiser quelques dizaines d'euros par an, mais c'est cette valeur qu'il faudra partager avec l'ensemble des acteurs. Donc il n'y a pas un élément de synthèse, toutes les parties prenantes sont intéressées, le réseau de transport est intéressé, évidemment, pour des enjeux de sécurité, d'approvisionnement, d'équilibre du système, Enedis également, les fournisseurs d'électricité également, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir proposer à ses clients l'électricité la plus compétitive, la plus décarbonée. Donc c'est pas un exercice simple, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est important que cette filière émergente de smart charging, de véhicules to grid, soit encouragée au travers de projets. Les Anglais avaient fait il y a quelques années un grand projet autour du V2G. Donc je pense qu'il est important de continuer à encourager les acteurs à travailler ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la mobilité électrique, c'est des partenariats. Donc c'est important qu'on discute avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, le réseau de transport, les réseaux de distribution, les fournisseurs d'électricité, les constructeurs automobiles, parce qu'effectivement, il faudra qu'on puisse également, entre guillemets, jouer avec les batteries. Donc voilà, je pense que c'est important d'encourager les projets de coopération et d'encourager les projets sur le smart charging. C'est un sujet complexe, évidemment très utile pour la collectivité, pas facile de prédire qui gagnera en termes d'argent. L'environnement sera gagnant, ça c'est sûr. En termes d'économie, quels seront les gagnants? La question est plus difficile. J'ai pu vous communiquer que ceux qui nous ont autorisés à les publier, donc je vous renvoie au communiqué de presse, donc je ne peux malheureusement pas vous dire, il y a effectivement d'autres partenariats en cours, d'autres clients tout simplement qui nous demandent de les aider à passer vers l'électrique, à faire la transition vers l'électrique. Et d'ailleurs, nous nous appuyons pour répondre à la question sur le projet d'EDF, le projet dit EV100. Il y a 3 ans, EDF a rejoint l'initiative, a rejoint l'ONG The Climate Group, et donc s'est engagé à électrifier l'ensemble de sa flotte d'ici 2030. Sa flotte, pour vous donner un ordre de grandeur, groupe EDF, c'est 30 à 40 000 véhicules. Donc nous sommes engagés à électrifier l'ensemble de cette flotte d'ici 2030. Alors c'est un projet énorme, hein, 30 ou 40 000 véhicules, mais parce que c'est également beaucoup de bornes. Donc c'est des milliers de bornes qu'il nous faut installer sur nos sites EDF, les sites de production, les sites tertiaires, installer des bornes chez nos salariés également. Et donc ce que nous demandent nos clients, on est en train de le vivre pour nous-mêmes. Donc c'est un formidable projet où on apprend, on continue d'apprendre, et ce qu'on a appris, on en fait profiter nos clients qui nous disent, nous aussi on veut rejoindre l'initiative EV100, nous aussi on aimerait bien prendre des engagements comme ça, mais on ne sait pas comment faire. Et donc on accompagne, on fait profiter nos clients de cette expérience via des conseils sur ce projet EV100. Donc oui, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont décidé de passer électrique, mais ne savent pas par quel bout prendre, parce que ça implique, ça impacte les salariés également. Donc c'est également une transformation du corps social des entreprises. Et EDF a travaillé sur ce sujet depuis quelques années. Voilà. Alors, je ne veux pas répondre à la place des constructeurs. Hein.
mais récemment, l'un d'entre eux me disait que la batterie sur un véhicule taille moyenne, c'est encore à peu près la moitié du coût de production. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas compétitif encore, parce que la batterie coûte encore cher, mais le prix des batteries va certainement s'effondrer. Hein. Vous avez vu l'ensemble des projets de gigafactory, y compris dans notre pays. Et donc le prix des batteries, si on regarde la projection du prix des batteries, des technologies des batteries, on a déjà eu depuis 10 ans une baisse très très forte des prix des batteries, et ça va continuer. Donc assez rapidement, si j'ai bien compris, d'ici 2-3 ans, on va trouver un équilibre où le véhicule électrique sera compétitif par rapport au véhicule thermique, hein. Toute chose étant égale par ailleurs. On parle de TCO, hein, donc il faut bien regarder ce que vous coûte le véhicule électrique. Il peut vous coûter un petit peu plus cher au départ. Dans la durée, le carburant électrique est moins cher que le carburant pétrole. Le post-maintenance, etc. est moins cher. Donc il faut patienter. Je ne veux pas répondre à la place des constructeurs, mais en tout cas, nos prévisions sur le coût des batteries qui pèsent énormément sur le coût d'un véhicule, nos prévisions, c'est que le coût des batteries va fortement baisser, donc le prix des véhicules électriques devrait également baisser fortement. Est-ce que la corporation des électriciens est appelée à participer à cette transition avec les bornes de recharge, etc. Les électriciens en France? Oui, les artisans. Les artisans, oui. Elle y participe déjà, puisque EDF fait installer ces bornes. Nous n'avons pas de propres installateurs, ou de façon très marginale. Et donc, nous animons historiquement, nous travaillons historiquement avec cette profession. J'ai cité tout à l'heure Easy by EDF. Easy by EDF vous fait installer des équipements électriques, des équipements, votre chaudière, etc. Fait faire des petits travaux chez vous et fait travailler ses artisans déjà. C'est un exemple. Synertiel, mais d'autres réseaux d'artisans. On travaille avec d'autres grands réseaux d'installateurs qui, par exemple, après le déploiement des compteurs Linky, cherchent des débouchés. Donc, on a une relation, je ne vais pas dire quasi historique, avec le corps, avec ce corps d'artisans pour qui l'installation des bornes de recharge, des solutions de recharge, va être un formidable relais de croissance. Hein. Donc, encore une fois, on n'a pas vocation à installer nous-mêmes, on sous-traite, on sous-traite, mais en étant exigeant. Donc, des partenaires comme Synertiel, évidemment, mais on va être vigilant sur la qualité, la formation des artisans pour qu'ils puissent s'installer entre guillemets, en respectant les normes en vigueur. Donc on est en relation quasiment quotidienne avec ce corps. L'hydrogène sera un complément, pour nous c'est plus un complément, j'ai dit tout à l'heure. L'électrification directe, notamment sous les véhicules légers, les progrès sur les batteries rendront probablement l'électrification directe pour les véhicules légers la solution. Et l'hydrogène pour nous sera un complément pour l'industrie, évidemment l'hydrogène décarboné, et un complément pour les transports, pour le transport lourd. Oui, l'État joue le jeu. Entre guillemets, c'est un client un peu particulier, mais c'est un client comme les autres. Alors, il procède par marché public. Et donc, nous répondons avec nos filiales aux appels d'offres marché public de l'État, des différents ministères. Il y a un grand appel d'offres en cours actuellement avec le ministère des Armées. Et donc, effectivement, on répond aux appels d'offres de l'État. L'État joue le jeu, oui. L'État joue le jeu. J'ai envie de dire, nous on répond à la demande, on accompagne les collectivités. Encore une fois, nous sommes extrêmement présents dans les territoires, même les plus reculés. Nous avons un ancrage territorial historique qui reste très fort. Et donc nous accompagnons les maires, les petites collectivités, les grandes collectivités qui ont des projets pour passer à l'électrique. Ou pas simplement, on est également sur des projets
on accompagne les collectivités sur leur réflexion globale sur la mobilité. On n'est pas simplement sur la mobilité électrique, on peut être aussi, je voulais dire, en conseil sur un projet de mobilité. Ce n'est pas forcément la mobilité électrique partout qui sera la meilleure solution. Donc on ne répond pas forcément par la mobilité électrique. Si on nous consulte sur, comme une entreprise, j'ai un projet de faire évoluer la mobilité, de proposer des solutions de mobilité à mes concitoyens, on peut être aussi amené avec les élus de réfléchir avec eux sur les meilleures solutions possibles. Et c'est pas seulement mettre des bornes ou des véhicules électriques partout. Donc c'est pas seulement ça. Donc on répond encore une fois aussi bien aux grandes villes qui sont probablement plus médiatisées, mais on est également présent dans les zones rurales. Donc nous, on ne fait pas la différence, on est capable de répondre sur l'ensemble du territoire. On n'a pas vraiment de stratégie vélo pour l'instant. Ceci dit, on se veut exemplaire, donc de la même façon qu'on a un programme EV100 qui va nous pousser à avoir 100% de véhicules électriques chez EDF à horizon 2030. On encourage également nos salariés à passer à la mobilité propre, à passer à la mobilité durable. Et donc on a des offres pour nos salariés, dont des vélos électriques. Donc on pousse également nos salariés qui le souhaitent, on pousse au passage à la mobilité propre. Donc ceux qui souhaitent un véhicule électrique ont des offres particulières des constructeurs automobiles pour les salariés d'EDF, mais on a également des offres de vélos électriques, des offres d'achat, voire même des offres de location, maintenant des locations longue durée de vélos. Donc on le voit, c'est clairement un développement important et on peut être amené à équiper des parkings pour les vélos. Mais il n'y a pas de stratégie sur le vélo. Vous parliez des parkings à vélo, c'est un réel enjeu. Et je pensais aux Japonais, par exemple, qui ont installé des parkings où votre vélo descend tout seul et une machine va le chercher, etc. Parce qu'il y en a tellement, quoi. Et cette espèce d'extraordinaire embarras que tous ces vélos qui sont enchevêtrés, ça devient une vraie question. Alors si vous pouviez travailler à des parkings avec la SNCF, par exemple, ou d'autres, commode où vous pouvez charger votre remarquez, ça va très vite se charger la batterie de la bicyclette, mais il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. La conclusion, c'est d'abord de vous remercier, monsieur Olivier Dubois. J'ai été, moi, frappé par toutes ces pistes, quoi. C'est extrêmement nombreuses, et le futur est déjà quasiment là, puisque vous êtes déjà au smart charging, en même temps que vous êtes en train de remplacer les vieilles bornes de recharge, etc. Donc, comme d'habitude, plus rien n'est comme avant, c'est-à-dire que vous avez les questions, c'était aussi non seulement vos relations évidentes avec les constructeurs, mais avec les assurances, et puis peut-être avec les bâtiments, et puis par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que les auto-écoles un jour, parce que finalement la manière de conduire des véhicules électriques est un tout petit peu différente, hein, etc. Et il y a donc un espèce de panorama gigantesque avec la maintenance, la cybersécurité, parce qu'après tout, si elles sont smart, pourront peut-être être hackées ou je ne sais quoi, etc. Donc il y a énormément d'enjeux qui sont tout à fait passionnants et pour lesquels nous vous remercions de nous avoir en quelque sorte déblayé le chemin et éclairé l'avenir. Donc merci beaucoup. Nous, à Eden, nous sommes passionnés par cette question. Nous pensons, comme vous, que l'électrification des véhicules légers est absolument irrésistible, que c'est certainement l'avenir. Nous pensons aussi que le prix de la batterie va sans doute descendre, mais que les batteries elles-mêmes vont se perfectionner de manière tout à fait considérable. Et donc, nous accompagnons modestement à notre place ce grand mouvement dans lequel EDF est un grand acteur. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci.